c'est au tour de Philippe. Alors, Philippe, je peux le taper, c'est pas plus. Je ne peux pas taper sur le doigt. Trop loin. Trop loin. François. On pense mettre. Bon, Philippe. Bien, merci. Moi aussi, je vais parler de nourriture après. En fait, on s'était fait un défi hier soir à table en disant Pierre, parce que tu as parlé d'OGM, est-ce qu'on ne pourrait pas évoquer les nains de jardin, parce que le système de reproduction par clonage, c'est aussi des OGM, et je vais m'en tenir à la nourriture, parce que c'est déjà suffisamment vaste dans ce cadre-là. Et la question, je vais la situer dans une autre sphère que celle dans laquelle il voulait, Jean-Sylvestre voulait nous enfermer, c'est plus la technosphère toute seule, mais c'est la technobiosphère en introduisant des éléments de biologie. J'ai moi-même redéfini mon sujet, parce que j'ai parlé au départ de génie écologique et je m'en tiendrai au génie génétique appliqué à certains végétaux seuls. Parce qu'en fait, on a une question existentielle dans ce cadre-là, c'est dans la nature, être ou ne pas être, ça va dépendre du gland. Autrement dit, l'élément de reproduction, de la semence. En revanche, en droit, c'est to be not to be GMO. Est-ce que c'est ou ça n'est pas un OGM? Telle est véritablement la question. Donc on a une interrogation très shakespearienne autour de cette question d'intervention de l'humain sur la dynamique du vivant. Et petit jeu de différence, quelle différence voyez-vous entre ce chat qui s'appelle Sylvestre, c'est par hasard, et cet autre chat qui s'appelle également Sylvestre? Eh bien, la différence tient à ce petit fragment d'ADN qui va les différencier tous les deux. Mais comme je vais être quand même plus sérieux, je vais revenir à mon vrai sujet qui est en réalité celui-ci. Alors, donc vous voyez, vous reconnaissez ici deux épis de maïs, et dont la seule différence serait finalement la molécule d'ADN sur cette fameuse ellipse de Crick et Watson, avec cette double hélice qui a ces quatre bases qui sont les nucléotides. Vous vous souvenez, ces noms assez sympathiques qui sont la thymine, la cytosine, la guanine et l'adénine, puisque l'uracile est réservé à l'ARN. Et leur ordonnancement tout au long de cette chaîne constitue le code génétique. Le code génétique est propre à chaque individu et chaque groupe de paires constitue un gène. Et ce gène a pour mission de transmettre l'ordre de fabriquer une protéine qui est indispensable au fonctionnement de l'organisme. Alors naturellement, on voit ici la tentation de l'humain d'intervenir directement sur cet élément pour modifier, adapter le végétal à ses besoins. Alors, la question est, qu'est-ce que c'est finalement qu'un OGM ou un non-OGM? Parce qu'on est ici véritablement dans une problématique de qualification juridique qui va déterminer un régime d'autorisation préalable de mise sur le marché, régime d'étiquetage préalablement à la commercialisation, etc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un OGM? On a une définition a priori. Alors je prends la directive 2001-18 et pas celle de 90, donc la plus récente, et elle est définie comme telle, c'est un organisme, sauf les êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication, par recombinaison naturelle. Autrement dit, l'OGM implique dans sa définition l'intervention de l'humain. Mais vous avez un certain nombre de différences dans l'approche. Il faut, pour que l'on ait c'est important ici, au sens de la directive. Au sens de la directive, ça ne signifie pas nécessairement qu'un élément ne serait pas OGM. Il peut être OGM, mais comme il n'est pas prévu comme tel par la directive, il n'est pas OGM au sens de la présente directive. Et c'est important, on le verra pour la suite, notamment pour la mutagénèse. Et donc la modification génétique doit se faire au moins par l'utilisation d'un certain nombre de techniques qui sont visées par une première annexe, qui sont les techniques de recombinaison d'acide déoxyribonucléique, des techniques permettant l'incorporation directe d'un organisme de matériel héréditaire, ou des techniques de fusion cellulaire, ou d'hybridation, mais l'hybridation ici ayant été préalablement conçue par rapport à des incorporations directement dans les fragments d'ADN de la cellule de l'élément. Et puis vous avez un deuxième stade qui nous dit, voilà, on a quand même des atteintes à l'ADN, mais ce ne sont pas des OGM au sens de la présente directive, comme par exemple la fécondation in vitro. Et puis à côté, donc comment sont fabriqués les OGM, puisque c'est l'objet, l'objet étant ici, si l'on veut, notamment lutter contre la pyrale du maïs, c'est l'objet ici du Mont 810, le Monsanto 810, c'est à partir d'une bactérie d'isoler le gène qui permet de lutter, donc d'empoisonner la pyrale du maïs, donc en l'occurrence ici dans sa version primitive, et donc qui lui permet, donc, à partir du moment où elle dévore le maïs, de mourir empoisonné, c'est-à-dire d'introduire un élément de ce fragment d'ADN qui permet de porter atteinte à cette espèce animale, de le retranscrire dans le message ADN du maïs, et qu'à partir
partir du moment où le maïs est mangé, eh bien, la pyrale meurt. Et donc la plante, de ce fait, va avoir artificiellement des qualités qui n'existent pas dans la nature. Et à côté de ceci, on nous dit bien l'hybridation comme telle n'est pas un OGM. Et pourtant, c'est une modification artificielle, alors qui peut être totalement naturelle pour le plantalogium, c'est-à-dire celles qui sont entre éléments de la même espèce mais qui nécessitent 2 spécimens pour pouvoir se reproduire, par rapport à celles qui seraient plus autogames, c'est-à-dire qui sont en auto-fertilisation, comme par exemple ici le blé. Donc tout ceci, dans ce cadre-là, ça n'est pas un OGM. Et l'intérêt de l'hybridation que l'on peut avoir lorsqu'on fait ces croisements, c'est que l'on va essayer, par ces méthodes de sélection totalement naturelles, d'essayer de retrouver les éléments les plus pertinents par rapport à l'objectif que l'on veut avoir. Dans l'occurrence ici, on essaie d'avoir un blé ou un maïs qui soit productif à maturité précoce. Mais il y a également des exemptions à ce qui constitue un OGM. L'exemption de ce qui constitue un OGM, et ce qu'on va avoir retenu et le Conseil d'État et la Cour de justice, qui ne s'est pas encore prononcé, comme on dira, c'est d'autres techniques, et comme le dit la directive, on exempte de son champ d'application les organismes qui sont obtenus par cette technique, comme par exemple les modifications génétiques produisant des organismes, à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique qui recombinent de l'OGM, autres que ceux qui sont issus d'un certain nombre de techniques. Autrement dit, par exemple, la mutagénèse ou la fusion cellulaire ne sont pas constitutifs d'OGM. En l'occurrence ici, de quoi parle-t-on initialement par rapport à la directive? C'est-à-dire le fait qu'on a un traitement sans toucher directement, sans atteindre physiquement le noyau, on va bombarder ou on va traiter chimiquement des graines qui vont modifier par mutation un certain nombre d'éléments du message génétique et qui vont aboutir à un autre corps qui, lui, va avoir les qualités, en l'occurrence ici, des qualités de résistance à un antibiotique permettant le traitement de la plante. Sauf que l'objet de la controverse, c'est ce que l'on a appelé les OGM cachés, c'est-à-dire une mutagénèse dirigée ou aléatoire, c'est-à-dire des mécanismes qui ont été inventés postérieurement ou développés postérieurement à la mise en œuvre de la directive de 2001, et toute la question est de savoir est-ce que ça relève ou non du régime de la directive, et si ça en relève, c'est un OGM, donc ça nécessite une autorisation préalable sur la mise sur le marché et l'étiquetage pour commercialisation, et si ça n'en relève pas, c'est autre chose. Et donc ici, en l'occurrence, sur la question de la mutagénèse dirigée par les oligonucléotides, c'est-à-dire le fait que l'on va directement dans le noyau prendre des fragments d'ADN et les recomposer dans un autre. Et le Conseil d'État a été saisi de la question d'être ou ne pas être un OGM. Il a été saisi par diverses associations et syndicats dans le cadre d'un recours contre un refus tacite du Premier ministre d'abroger une disposition du Code de l'environnement, en l'occurrence l'article D531-2, qui exclut, donc en application stricte de la directive, qui exclut du régime des OGM les organismes obtenus par mutagénèse. Mais tout simplement parce que la directive le vise comme tel. Mais eux considèrent que, à partir du moment, les requérants, à partir du moment où pour eux il y a une altération d'un génome d'une espèce vivante, même si, en l'occurrence, il n'y a pas d'insertion d'ADN étranger, ce qui en ferait un OGM, eh bien, il va falloir faire une différence entre les deux techniques. Première technique, on agit par l'extérieur sans toucher directement l'ADN, et donc ça c'est la mutagénèse classique. Et il y a donc aléatoire, et il y a l'autre technique qui est celle-ci, la mutagénèse dirigée, qui nécessite au contraire d'agir directement sur le message. Et donc, ce que prétendent les requérants, c'est de dire qu'à partir du moment où vous avez une atteinte directement au message ADN et qui correspondrait à un des éléments de définition de la directive OGM, eh bien, cette mutagénèse dirigée, ça conduit à produire un OGM, alors même qu'ils sont commercialisés actuellement sans autorisation particulière. Et notamment, la création de ce qu'on appelle des vétages, des variétés tolérantes aux herbicides. Les plantes sont rendues tolérantes à une famille d'herbicides à laquelle ils seraient naturellement sensibles grâce à une modification obtenue par cette mutagénèse dirigée. Autrement dit, on va conférer une certaine tolérance à ces plantes par rapport aux différents produits qui pourraient être utilisés. Autrement dit, on va créer artificiellement un mécanisme de biorésistance.
Et c'est dans ce contexte donc que les requérances saisissent le Premier ministre du moment d'abroger l'article en disant qu'il ne correspond pas du tout au régime des OGM, puisque c'est un OGM, alors que vous prétendez dans le Code de l'environnement que ça n'en est pas un. Elle s'est fait échapper. Et donc la question qui va être posée au Conseil d'État a été, très prudemment, dès lors qu'il y a un problème très technique et qui relève du droit de l'Union, il l'avait déjà fait dans l'arrêt Greenpeace France, il va poser une question préjudicielle à la Cour de justice, et on pourrait résumer, si vous voulez, globalement, les 4 questions qu'il a posées à la Cour de la façon suivante. C'est premièrement, est-ce que les organismes obtenus par mutagénèse, est-ce qu'ils constituent des OGM par rapport aux règles posées par la directive, ou est-ce qu'au contraire, seuls certains d'entre eux, ce qui veut donc dire qu'on pourrait supposer que des organismes créés par mutagénèse, alors même qui sont exclus explicitement, pourraient constituer des OGM, donc seuls certains d'entre eux échapperaient au dispositif OGM. Est-ce qu'au contraire, ces variétés génétiquement modifiées par mutagénèse seraient soumises à une autre directive, c'est la 2253 sur l'inscription au catalogue des espèces, qui est le seul qui permet, une fois que les espèces sont inscrites, de les commercialiser et de les cultiver. Et donc, est-ce qu'en étant inscrite ou pas dans ce catalogue commun des espèces, selon que ça relève d'un élément OGM ou pas, eh bien, ça va déterminer son statut. Et vous avez comme ceci toute une série de questions, dont la principale est: est-ce que l'on doit interpréter la directive à la lumière de l'évolution des techniques, ou est-ce qu'au contraire on doit s'en tenir à une approche strictement littérale, on nous parle du mutagénèse, c'est mutagénèse quelle qu'elle soit, ou est-ce qu'au contraire, de façon plus évolutive, c'est mutagénèse en tenant compte de ces incidents sur la cellule. L'affaire n'a pas encore été tranchée par Code justice, mais l'avocat général a rendu ses conclusions de façon extrêmement pragmatique et en même temps. Alors, pragmatique, ça c'est l'interprétation que j'en donne. Ceux qui étaient contre ses conclusions disent plutôt qu'il a une très mauvaise lecture du dispositif, alors qu'en réalité, il a une lecture, on va dire, assez engagée et évolutive, comme on va le voir, puisqu'il va proposer en réalité une segmentation de l'approche en 3 temps. Une segmentation de l'approche en 3 temps. Comme il l'analyse, l'organisme obtenu par mutagénèse ne peut pas être qualifié d'OGM, mais il ne peut pas être qualifié d'OGM à une condition, c'est que certains critères ne soient pas vérifiés. Autrement dit, si c'est la mutagénèse telle qu'elle est définie explicitement dans l'annexe, alors, donc il ne touche pas directement au noyau et donc au message génétique, alors c'est une mutagénèse qui exclut du régime des OGM, alors qu'en revanche, si ça touche au message génétique directement, alors ça doit être qualifié d'OGM en tant que tel. Et en résumant brièvement l'arrêt, j'ai essayé d'établir la classification suivante. Je vais encore parler du liège, cher Jean-Sylvestre. Donc, en gros, c'est que les organismes peuvent être obtenus par mutagénèse sans être des OGM parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 2, c'est ce que j'appelle les non-OGM. Ou alors, c'est des organismes obtenus par mutagénèse et qui remplissent des critères mais sont des OGM, mais comme ils relèvent des éléments prévus par exemption, ils vont être exemptés des obligations imposées par la directive, ce sont des pseudo-OGM, donc ce sont bien des OGM, mais ils échappent au régime de la directive OGM, par certains de ces aspects, ou alors ils sont obtenus par mutagénèse et remplissent parfaitement les critères de l'article 2, paragraphe 2, c'est-à-dire qu'ils sont obtenus en travaillant directement sur le message génétique. Et donc ce sont des vrais OGM. Et donc dans ce cadre-là, on va considérer que ces éléments obtenus par une mutagénèse particulière sont des OGM. Et on voit bien ici le problème du droit et de la technique qui doit nécessairement essayer d'interpréter une définition qu'il a donnée préalablement pour l'adapter aux évolutions techniques. Mais la question se pose, oui, mais on a le catalogue des espèces. Le catalogue des espèces pour la commercialisation donne un certain nombre de critères. Elle va notamment exempter les variétés obtenues par mutagénèse du régime qu'elle impose, qui sont prévus dans ce cadre-là. Sans aller plus avant dans le raisonnement de l'avocat général, celui-ci considère que l'élément maître, c'est la directive OGM à partir duquel tout procède. L'élément secondaire qui est totalement inféodé à la directive, c'est le catalogue des espèces. Autrement dit, ce n'est pas parce que le catalogue des espèces va considérer que certaines d'entre elles pourraient être considérées comme des OGM qu'elles le sont nécessairement. Autrement dit, il ne faut pas tirer des indices de l'élément secondaire
pour en tirer des conclusions par rapport à l'élément principal qui est la directive OGM. Autrement dit, il en retient la conclusion que j'avais évoquée dans ce cadre-là. Donc on voit déjà qu'on a une certaine difficulté pour le droit à appréhender ces éléments issus de la technosphère. Deuxième difficulté, c'est celle du miel. Ce que j'appelle le miel de la discorde, c'est savoir à partir de quand on peut considérer qu'un miel est avec ou sans OGM, et on a eu une superbe affaire qui était l'affaire Bablock dans ce cadre-là, où un apiculteur vendait du miel, sachant que le seuil de tolérance pour des questions de métrologie, parce qu'on ne peut pas descendre en dessous, techniquement c'est 0,9%. De toute façon, ce n'est pas 0,9% de miel, c'est 0,9% par rapport à la quantité de la masse du produit. Et donc l'apiculteur montait facilement à 4,1%, voire 8 ou 9% de pollen issu d'OGM dans son miel. Et la question était de savoir, c'est est-ce que son produit est un produit qui doit faire l'objet d'une autorisation préalable de mise sur le marché et d'étiquetage comme contenant des OGM. La difficulté qu'on a dans ce dispositif-là, c'est que si cet apiculteur relève d'un régime, par exemple, relevant d'un cahier des charges comme apiculture biologique, il ne peut plus vendre ses produits comme relevant de l'apiculture biologique. Et donc, à la suite d'un certain raisonnement dont je vous passe l'ensemble des questions, simplement, il y a une forte discussion qui est née de savoir si si le pollen était un élément substance du miel ou si le pollen était un élément ingrédient du miel. Si c'est un élément substance, c'est un élément qui était complètement intégré à l'intérieur, et donc, à partir du moment où il était intégré, il ne pouvait plus, même s'il était issu d'un OGM, produire des effets néfastes comme OGM, puisqu'une fois qu'il a été cuit, recuit, etc. Bref, c'est un peu comme si vous allez faire frire des pommes de terre OGM dans de l'huile, ça ne présente aucun intérêt, plus aucun inconvénient environnemental. Et l'autre point, c'était si c'était un ingrédient. Le point de l'ingrédient, c'est qu'on va rechercher sur le point de savoir si l'ingrédient pollen, donc qui est distinct du miel qui le contient, est issu d'un élément OGM. Et donc s'il est issu d'un élément OGM, alors le miel qui le contient, c'est un produit contenant des OGM, de faire l'objet d'un étiquetage, etc., etc. Et la Cour arrive à noyer, entre guillemets, le poisson en considérant que le pollen, dans ce cadre-là, il a les deux qualités, il a à la fois substance, il a à la fois ingrédient, ce à quoi la réponse de la Commission via le Parlement en 2014 va considérer à distinguer les deux éléments en considérant que le pollen étant un constituant naturel du miel, il n'est pas considéré comme un ingrédient. Ce qui veut dire que, eh bien, à partir du moment où il n'est pas issu directement d'un élément OGM, eh bien, il ne fait pas l'objet d'étiquetage, en tout cas à condition qu'il ressorte en dessous des seuils, qui est de 0,9%, pour les raisons que je vous ai exposées. Autrement dit, et c'était très intelligent de la part de la Commission, parce qu'en réalité, lorsqu'on lit le rapport parlementaire sur ce point, on se rend compte que le seuil maximal que l'on a pu constater d'OGM dans le miel, c'est 0,5%. Alors que le seuil légal, enfin le seuil réglementaire, il est à 0,9%. Ce qui veut donc dire qu'on ne sera jamais comme produit contenant des OGM. Conséquence, c'est-à-dire qu'un miel contenant des OGM, même à 0,5, 0,7, 0,6, 0,8%, il en contient, mais il ne sera pas considéré comme produit contenant des OGM. Ce qui veut dire qu'il peut être vendu sans autorisation préalable, sans étiquetage comme contenant des OGM. Oui, mais l'agriculteur biologique qui, d'après son cahier des charges, doit avoir un miel qui ne contient pas d'OGM ou simplement à 0,1%, ne pourra plus le vendre sous cette forme-là. Et alors, ce qui a été quelque chose d'extraordinaire dans la création de la directive de 2001, qui a été transposée en droit interne en 2008, c'est le régime de responsabilité. Le régime de responsabilité qui est censé favoriser la coexistence et qui existe exclusivement pour les produits comme le miel, c'est de considérer en définitive que l'apiculteur ne peut prétendre à indemnisation qu'à raison de la différence du prix de vente entre le prix de son produit non contenant des OGM et le prix de son produit contenant des OGM. Donc s'il le vendait ordinairement comme produit biologique à 18 € le kilo, et qu'il le vendait en comptant des OGM à 15 € le kilo, son seul préjudice, ça ne serait pas des 18 €, ça serait une 3 € de différence. Alors, ce qui veut donc dire qu'on met de côté totalement les pertes de marché, de crédibilité, de labellisation, etc., etc. C'est un mécanisme qui est comme il est pour essayer de maintenir une espèce de coexistence. Alors simplement ici, on le voit, on a un véritable problème de circulation, puisque
c'est un mécanisme circulant dans une certaine dynamique, et qui montre bien une chose, c'est qu'en réalité, rien n'est vraiment immobile dans la nature, puisque si la plante est immobilisée par son pied dans le sol, eh bien elle bouge quand même par l'ensemble de ses moyens, notamment de reproduction, par les interactions qu'il y a entre la lithosphère et l'atmosphère, par le passage de la biosphère, et que donc finalement le droit essaie tant bien que mal d'essayer d'appréhender tous ces phénomènes dynamiques un peu compliqués. Voilà, merci. Merci beaucoup.